la Cour suprême en Israël réunit à la fois les prérogatives de la Cour de cassation en France, du Conseil d'État et aussi du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on peut dire que le caractère juif de l'État a été beaucoup atteint par la Cour suprême et finalement c'est ça l'enjeu crucial aujourd'hui. C'est à la fois un enjeu identitaire et aussi un enjeu politique et juridique. Quelle démocratie en Israël, gouvernement du peuple, gouvernement des juges, un sujet dont nous avons beaucoup parlé sur cette antenne et qui, bien sûr, passionne la société israélienne et le monde entier. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de recevoir Pierre Lursa, évidemment, parce qu'il vient d'écrire un livre portant ce titre. Pierre Lursa, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que vous connaissez bien le sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que vous tournez autour depuis au moins 20 ans. Vous avez écrit de nombreux livres et vous êtes, on va dire, un professionnel du droit parce que vous avez été avocat, vous avez donné des cours et ça vous passionne. Oui, c'est vrai que ce sujet me passionne depuis longtemps, bien avant que ça devienne le cœur de l'actualité. Et puis là, tout d'un coup, moi qui sans cesse m'intéressais depuis très longtemps à la Cour suprême et c'était un petit peu une espèce de hobby personnel. Et là, tout d'un coup, ça devient le sujet brûlant. Et donc, voilà, j'ai pas résisté au plaisir d'écrire un livre sur le sujet. C'était quoi l'ambition de ce livre pour vous ? C'était très modestement de rendre le sujet accessible aux lecteurs francophones qui ne connaissent pas forcément ce que c'est la Cour suprême en Israël, l'histoire de la Cour suprême et l'histoire du droit israélien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la rue, ces manifestations, ceux qui sont pour la réforme, ceux qui sont contre, si on n'a pas l'historique. Absolument, mais c'est vrai sur tous les sujets. On Bien ne sûr, peut pas comprendre mais là j'ai l'impression que c'est particulier. Oui, moi je pense que si on ne sait pas ce qui s'est passé avant, eh bien on comprend rien effectivement. Et ce qui s'est passé avant, moi je remonte jusqu'à 1948, mais l'événement essentiel c'est 1992, c'est ce qu'on a appelé à l'époque, ce que le juge Barak avait lui-même appelé la révolution constitutionnelle. Donc j'explique en fait quel était le système judiciaire en Israël en 1948, comment il a fonctionné pendant 30 ans, pendant 40 ans de manière tout à fait, je dirais, normale et puis après comment il a été bouleversé en fait par la révolution constitutionnelle qui a quelque part bouleversé l'équilibre des pouvoirs en Israël en donnant à la Cour suprême des prérogatives très importantes et en faisant le premier pouvoir en Israël. Alors ça, on l'a beaucoup entendu, on l'a beaucoup dit, c'est vrai. Maintenant, moi, j'aimerais que vous rentriez un petit peu plus dans la conception de notre institution, de cette Cour suprême et qui est également la Haute Cour de justice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le b.a.-ba, le fonctionnement? Peut-être le plus important pour un auditeur francophone, c'est de savoir que la Cour suprême en Israël, elle réunit à la fois les prérogatives de la Cour de cassation en France, du Conseil d'État et aussi du Conseil constitutionnel, ce qui fait beaucoup pour un seul organe. Et d'autant plus le problème, c'est qu'il n'y a pas de constitution. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir un conseil constitutionnel sans constitution ? Bon, ça, je l'explique un petit peu. J'ai toute une partie consacrée au fait pourquoi Israël n'a pas de constitution. Il y a des raisons bien particulières, et notamment le fait qu'il y a un conflit sur les valeurs, comme on l'a bien vu ces derniers mois. Et donc, la constitution, en principe, c'est justement une carte d'identité. Et les Israéliens ne se sont pas mis d'accord sur la carte d'identité de leur pays jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'était au démarrage de l'État, puis il y a eu la guerre, et puis on s'est dit, bon, on verra après. Et puis après, voilà, on est toujours au même point qu'on n'a pas de constitution. Oui, sauf que du coup, je dirais que le juge Aaron Barak, avec sa grande intelligence, s'est engouffré dans ce vide et en a profité pour donner à la Cour suprême, quelque part, le pouvoir justement de fixer les normes, de fixer quelque part la carte d'identité d'Israël. Et c'est pour ça qu'on a une Cour suprême à la fois hyperactiviste, c'est-à-dire qui intervient dans tous les domaines, et aussi qui intervient dans un sens bien particulier, c'est-à-dire finalement dans le sens d'un État soi-disant juif et démocratique, mais en fait qui est beaucoup plus démocratique occidental que juif. Et donc, quelque part, je dirais le fragile statu quo que David Ben Gurion avait mis en place en 1948 s'est érodé, a été remis en question progressivement, de manière assez progressive, donc on s'en est pas tout de suite aperçu, depuis les années 90 surtout. Et aujourd'hui, on peut dire que le caractère juif de l'État a été beaucoup atteint par la Cour suprême. Et finalement, c'est ça l'enjeu crucial aujourd'hui. C'est à la fois un enjeu identitaire et aussi un enjeu politique et juridique. Alors, vous donnez votre opinion dans le livre, vous êtes clairement pour cette réforme. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes extrêmement pédagogique et que vous expliquez clairement les faits. C'est-à-dire que
évidemment, on connaît votre orientation, ça, d'accord, vous la donnez d'entrée de jeu, mais on comprend beaucoup de choses, et notamment comment cette révolution a commencé. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer le démarrage de cette loi qui a été votée, ces 2 lois qui ont été votées en catimini et qui ont permis justement à Aaron Barak de tout changer? Absolument. Alors en fait, ça se passe à la fin des années 80, début des années 90. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, c'est des députés qui n'étaient pas... Il y avait des députés de gauche, il y avait Chaim Ramon, qui était président du Parti travailliste, qui a été président travailliste. Il y a eu plusieurs députés du Likoud, parce que historiquement, c'est plutôt le Likoud qui était favorable à une Cour suprême puissante. Menachem Begin lui-même s'était exprimé souvent sur ce sujet, en pensant que c'était important qu'il y ait une Cour suprême qui fasse un petit peu contrepoids au pouvoir hégémonique du Mapai dans les premières années de l'État. Et puis, on arrive dans les années 80, et donc, lorsque Menachem Begin est déjà au pouvoir, et c'est lui qui était ami personnellement avec Aaron Barak, qui avait beaucoup d'estime, en tout cas pour Aaron Barak, et donc, le Likoud, enfin, une partie du Likoud a soutenu le vote de ces lois dans l'espoir de finalement d'avoir une constitution laïque en Israël. Alors, de quelle loi parle-t-on ? On parle de 2 lois fondamentales, la loi sur la dignité de l'homme et la loi sur la liberté professionnelle. Et donc, ces 2 lois fondamentales, il y avait déjà eu des lois fondamentales, mais qui étaient plutôt des lois décrivant les institutions, alors que ces 2 lois, elles abordaient le cœur de ce qu'on appelle, on pourrait dire, l'appareil normatif des droits de l'homme. Donc, 2 lois sur les droits de l'homme, qui, en principe, d'ailleurs, devaient s'inscrire dans une véritable constitution. Bon, constitution qui n'a pas été votée, mais ces 2 lois, finalement, ont été utilisées. Donc elles sont rentrées, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on n'a pas de constitution, on l'a dit, mais on a des lois fondamentales. Oui, on a des lois fondamentales. Qui font office de constitution, en gros. Qui sont, moi je dis, quand j'enseigne ça à mes élèves, je dis ce sont des lois qui sont supralégislatives, donc qui ont une valeur supérieure aux lois normales, mais qui sont pas vraiment, c'est pas non plus une constitution, c'est les chapitres d'une future constitution. Et c'est bien le problème, c'est que lorsque ces 2 lois ont été votées à la Knesset en 92, eh bien, personne ne savait qu'elles allaient ensuite permettre à la Cour suprême d'invalider d'autres lois. Donc finalement, la Cour suprême s'est arrogé un pouvoir de manière, on pourrait dire presque illégale, en tout cas de manière qui n'était pas régulière, parce que la Knesset ne l'a jamais investi de ce pouvoir. Et c'est le cœur du problème, finalement, c'est que c'est là que tout a commencé. On pourrait dire que la Cour suprême s'est mise au-dessus de la Knesset, elle l'est d'ailleurs aussi géographiquement. C'est-à-dire que jusque-là, on va dire que la Cour suprême, même en tant que haute cour de justice, ne jugeait qu'en droit. Elle ne se mêlait pas de politique. Absolument. C'est ça. C'était une tradition depuis la création de l'État. Absolument. Le premier président de la Cour suprême, qui s'appelait Moshe Zamora, avait dit à l'époque, il y a très longtemps, dans les premières années de l'État, avait dit dans un arrêt de la Cour suprême, nous ne nous mêlons pas de ce qui relève du débat public et politique. Donc il y avait cette distinction effectivement très claire entre droit et politique, entre ce qui relève du débat public à la Knesset ou ailleurs ou dans les forums publics et ce qui relève de la justice. Et cette distinction très claire a été effacée progressivement à partir des années 90 par le juge Aaron Barak qui, dans une phrase fameuse, avait dit « tout est justiciable » à Kol Shafit. Et donc, au nom de cette philosophie, finalement, il a permis à la Cour suprême de s'immiscer dans tous les sujets. C'est-à-dire aujourd'hui, elle invalide quotidiennement pas seulement des lois, comme on le sait, mais aussi des décisions du gouvernement, des décisions ministérielles, des décisions de l'armée. La Cour suprême, par exemple, peut être saisie par un requérant. Elle a aussi ouvert largement ses portes à toutes sortes de requérants, y compris d'ailleurs des ONG hostiles à Israël, et des ONG qui, par exemple, vont contester des décisions militaires concernant une opération militaire à Gaza. Il peut y avoir des résidents de Gaza, qui ne sont pas israéliens, qui vont, par le biais d'une ONG, saisir la Cour suprême contre une décision de l'armée pour obliger, par exemple, l'armée à faire entrer des médicaments pendant la guerre à Gaza. De l'aide humanitaire, des choses voilà. comme ça. Donc des sujets cruciaux, des sujets brûlants, sur lesquels le dernier mot n'est plus entre les mains de l'armée ou du gouvernement, mais entre les mains de la Cour suprême. Ouais, donc ça, c'est ça le nœud, on va dire, de toutes ces manifestations, de toute cette, on va dire, ce débat public qui fait que il y a des pour, il y a des contre. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses dans votre livre. Ce qui est assez intéressant et bien décrit aussi, c'est justement tout ce glissement. Voilà. Et puis quand on parle du gouvernement des juges, les gens aussi ne comprennent pas très bien pourquoi il y a un déséquilibre des pouvoirs, et vous l'expliquez très bien en remontant
évidemment à l'origine de comment tout ça a commencé. Est-ce que vous avez eu des retours sur ce livre? Est-ce que vos lecteurs se sont exprimés? Oui, j'ai des retours très positifs, je dois dire. C'est-à-dire que les gens pensent effectivement, sont assez satisfaits. Mes lecteurs, mes premiers lecteurs pensent que le livre vient répondre à des questions qu'ils se posaient et que effectivement qu'ils trouvent qu'il est clair, que c'est un sujet qui n'est pas forcément évident à décrypter, mais que le livre apparemment parvient à le faire. Voilà, c'est modestement le feedback que je reçois de mes lecteurs. Et bon, c'est pour ça que je l'ai écrit. Hein. C'est un livre que j'ai voulu pédagogique et que j'ai voulu pas très compliqué. J'ai voulu simplifier un sujet qui n'est pas forcément simple. Alors, vous expliquez aussi dans votre livre que nous sommes le seul pays au monde qui fonctionne comme ça. Oui, alors effectivement, parfois on donne en modèle la Cour suprême d'Israël, mais c'est un modèle qui est assez contesté par les juristes dans le monde entier parce que quelque part on a été beaucoup trop loin. L'activisme judiciaire, c'est pas une invention israélienne, ça existe dans d'autres pays. Aux États-Unis, d'ailleurs, il y a par exemple, vous connaissez la juge Ruth Bader Ginsburg qui avait fait l'objet d'un très beau film, qui est une amie personnelle d'Aaron Barak. Et d'ailleurs, Aaron Barak dit quelque part, elle comme moi, nous pensons que le juge doit être un architecte du changement social. C'est-à-dire qu'il y a cette conception de l'activisme qui dit que le juge, finalement, il ne va pas se contenter d'être un technicien du droit, comme il le dit lui-même, mais il va devenir l'architecte du changement. C'est-à-dire que le juge, finalement, c'est lui qui va orienter la société. Donc, et évidemment, vous, ce qui vous choque, c'est que ça va à l'encontre voilà, des gens qui sont élus, on va dire des politiques qui sont élus par le peuple, qui sont censés représenter la voix du peuple, alors que les juges ne sont pas élus par le peuple. Absolument. C'est-à-dire qu'on a vu une montée en puissance des pouvoirs non élus, pas seulement en Israël, en France aussi, ailleurs, dans le monde. Et ces pouvoirs non élus que sont en général les juges et aussi d'ailleurs les médias, finalement, ont tendance à devenir le premier pouvoir. Et eux-mêmes n'ont pas de contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contre-pouvoir à la Cour suprême. Les juges se cooptent eux-mêmes. Il y a aussi un problème de nomination. Il n'y a aucune critique des décisions de la Cour suprême, à part dans certains médias, mais qui sont jusqu'à aujourd'hui minoritaires, parce que la plupart des médias sont favorables à la Cour suprême. Ils sont du même bord. Alors là, on rentre dans le côté partisan, dans le côté que vous défendez, et c'est votre droit le plus strict, évidemment. Hein. Oui, non, mais c'est un fait reconnu. Je veux dire, oui, tout le monde s'accorde pour dire que la Cour suprême en Israël, elle représente une minorité ashkénaze, laïque de gauche, c'est bien connu. Tout récemment encore, on a demandé au juge Aaron Barak pourquoi vous n'avez pas nommé un juge juif marocain, et il a dit on a cherché, on n'a pas trouvé. Ce qui a fait scandale, parce qu'on sait bien qu'il y a des juristes de premier plan, de toute origine en Israël, et il y avait une tradition aussi de juristes séfarades, bien entendu. Mais donc effectivement, la Cour suprême représente quelque part une minorité. Et donc, il y a un problème sociologique, il y a un problème politique, il y a un problème juridique. Et puis, au-delà, il y a aussi un problème beaucoup plus profond qui est celui de savoir que doit être l'État d'Israël. C'est-à-dire finalement, ce qui a fait descendre des milliers de gens dans les rues, c'est pas seulement la question de la Cour suprême, c'est au-delà de ça, c'est la question, le caractère juif de l'État. Donc, dans quel État est-ce que nous voulons vivre? Est-ce que nous voulons que l'État reste ce qu'il a toujours été depuis 1948, c'est-à-dire juif et démocratique, c'est-à-dire finalement concilier les valeurs juives et les valeurs de la démocratie? On sait bien que le judaïsme est profondément, intrinsèquement démocratique. Et puis, il y a des gens qui veulent orienter l'État juif vers un sens plus, dans une direction d'un État plus occidental avec des valeurs progressistes. Hein. C'est pour ça qu'on voit les gens manifester avec le drapeau d'Israël et le drapeau LGBT. C'est pour ça que j'ai mis en couverture les deux drapeaux, en couverture de mon livre, parce que finalement, la question, c'est quelles valeurs nous voulons incarner par notre État. Est-ce que nous voulons être l'État juif lumière des nations, ou alors un État comme tous les autres? Et ce débat qui traverse la société israélienne depuis très longtemps... Et qui n'a jamais été résolu, en fait, depuis... Qui ne peut pas l'être de manière... Jusqu'à présent, on l'avait résolu par un statu quo, mais qui est un statu quo fragile. Et je pense que ce statu quo a été érodé, mais non pas, comme on le dit parfois, dans un sens plus de religion, mais dans le sens inverse. Et finalement, l'enjeu aussi du débat aujourd'hui, c'est de ramener Israël vers un caractère juif plus affirmé, qui n'est pas, contrairement aussi à ce qu'on dit, il ne s'agit pas de coercition religieuse, hein, c'est pas du tout de ça qu'il est question, c'est simplement d'avoir plus un caractère juif dans l'espace public. Que ce soit la spécificité de l'État d'Israël, en fait. Oui, que l'État d'Israël soit conforme à la vocation sur laquelle tous les pères fondateurs étaient d'accord, qui n'étaient pas des juifs religieux, ni David Ben Gurion, ni Vladimir Jabotinsky, et pourtant tous ils étaient d'accord aussi avec le Rav Kook et avec Herzl, c'est-à-dire un État juif. L'État des juifs, c'est aussi un État juif. Alors, c'est
passionnant, franchement. On apprend plein de choses. C'est toujours comme d'habitude, toujours très clair. C'est bien écrit. Évidemment, on trouve le livre en Israël. On peut l'acheter à la librairie du Foyer à Tel Aviv. On peut aussi le commander, je crois, aux éditions L'Éléphant. Oui, les lecteurs qui ne parviennent pas à le trouver sur Internet ou chez leur libraire peuvent s'adresser directement à l'éditeur en écrivant à l'éditeur édition l'éléphant.com, voilà, gmail.com. @gmail.com. Évidemment, vous pouvez le trouver en ligne sur le site de la Fnac.fr ou même sur Amazon. Bravo pour le travail, voilà, parce que pour ou contre, franchement, on apprend plein de choses. C'est très intéressant. Ça décrit toutes les arcanes du pouvoir, les compétences de cette fameuse haute cour de justice, les compétences bien sûr de la Cour suprême. Bon, bref, c'est passionnant. Merci. Merci à vous, Cathy. Et puis, à très bientôt.